pour montrer notre position ferme contre ce projet fou. Pourtant, si les travaux sont engagés, si les panneaux sont posés, la DIRIF annonce que rien n'est décidé. Soit c'est une nouvelle preuve du peu de considération portée aux élus locaux, soit c'est un nouveau gâchis d'argent public. Mais dans les deux cas, c'est inadmissible. En revanche, en termes de dépenses, j'ai peut-être quelques idées. On peut parler des accès d'autoroute, on peut parler des entretiens des voies, on peut parler des 40 ou 50 cm d'eau qui sont dans chaque entrée et chaque accès, qui sont réellement accidentogènes. Ça aurait été des dépenses utiles. Quant au projet qui nous réunit aujourd'hui, Marie-Christine y reviendra certainement, il y a peut-être eu des discussions, des échanges ici et ailleurs entre quelques acteurs pour renforcer le maillage et l'offre des déplacements alternatifs. Mais renforcer pour les uns, ce n'est pas priver les autres. Nous ne sommes pas à Paris. Je considère que l'écologie doit plutôt servir que punir. C'est la seule façon de pouvoir faire accepter le nouveau dispositif, de transformer les habitudes. Nous ne saurions être donc taxés par je ne sais qui, d'anti-ceci ou d'anti-cela. Notre territoire est une terre d'avenir sur ces questions environnementales qui nous préoccupent toutes et toutes. Chacune des collectivités travaille, crée les conditions d'une protection efficace de l'environnement. Nous sommes des pragmatiques, pas des dogmatiques. En moyenne, près d'1,5 million de véhicules empruntent chaque semaine la 15. Au niveau d'Argenteuil, le maire d'Argenteuil pourrait également témoigner des difficultés actuelles. Déjà saturée, la fermeture de l'une des voies de circulation de cette axe entraînera des embouteillages bien plus conséquents et surtout un report massif de cette circulation dans nos villes. Nous l'avons déjà vécu. Le 15 mai 2018, un remblai d'accès au viaduc de Gennevilliers s'affaissait. Une restriction de circulation qui avait occasionné de terribles embouteillages, impactant lourdement les entreprises, les employés et les habitants du département. C'est un projet fou, digne d'une écologie parisienne, punitive et antinomique. Antinomique car au lieu de fluidifier, ça embouteille. Antinomique car au lieu de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça va les alourdir. Antinomique car au lieu de proposer des solutions supplémentaires, ça va restreindre encore plus l'offre de transport d'un territoire que nous tentons toutes et tous à notre niveau de renforcer. La politique insupportable de la mairie de Paris ne doit pas s'exporter sur notre territoire. Pourtant, nous soutenons le covoiturage. C'est une bonne solution, comme le déploiement des transports en commun en site propre et des voies de circulation dédiées aux bus et aux vélos. Nous le faisons dans nos communes, nous le faisons dans notre département. La région est également très engagée là-dessus. Mais nous ne saurions être des acteurs non entendus dans l'élaboration et la mise en œuvre de solutions durables. Voilà, mes chers collègues, mes chers amis, ce que je voulais vous dire, en remerciant à nouveau chacune et chacun de votre présence. Et avant de passer la parole à Marie-Christine, la présidente du conseil départemental, une feuille va passer à chacun d'entre vous pour que vous puissiez la signer, qui reprend le communiqué de presse de la région, que nous pourrons remettre à la présidente Valérie Pécresse, qui saura la remettre à qui de droit. Merci Xavier. Chers parlementaires, chers amis, Madame la Présidente de la région Île-de-France, je sais que tu as toujours d'énormes dossiers sur lesquels tu travailles, et d'autres, certains sont plus difficiles que d'autres. Et je te remercie d'avoir fait le choix ce matin d'être dans le Val d'Oise. Comme toujours, tu es présente à nos côtés, j'en suis très très reconnaissante. Mesdames et messieurs les élus, et mes chers amis, chers conseillers, élus, maires, Xavier vous a salué, je le fais naturellement de tout cœur aussi, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs. Donc, à la suite de ce que vient de dire Xavier, qui est mon maire, puisque je suis élue à Franconville, mais je suis aussi la présidente du département, eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans le Val d'Oise, chez vous, puisque c'est chez vous, et que cette autoroute vous touche toutes et tous. Je voulais vous exprimer ma plus vive inquiétude concernant le projet de mise en place par l'État de cette voie dédiée au covoiturage sur l'autoroute A15. L'A15, elle joue un rôle éminemment stratégique pour notre territoire. Elle est l'une des seules artères qui relie le Val d'Oise à la capitale.
Elle représente un enjeu considérable dans le déplacement au quotidien de dizaines de milliers de Valdoisiens. Au cours de ces dernières années, nous avons pu déjà mesurer les limites, les nuisances et les fragilités d'un réseau trop souvent congestionné et mal entretenu. Tu l'as dit, Xavier. En 2018, tu l'as dit aussi, mais je vais quand même y revenir, les Valdoisiens en ont déjà subi les conséquences avec l'affaissement d'un mur de soutènement, rappelez-vous, au niveau du viaduc de Gennevilliers. Dans le sens province-Paris, 5 mois de circulation sur 2 voies au lieu de 4, 5 mois de forte congestion d'un axe essentiel, sans compter les reports de trafic dans les rues de nos villes, n'est-ce pas, monsieur le maire d'Argenteuil, près d'1 an de travaux, avec toutes les conséquences économiques, écologiques et humaines que nous avons hélas pu constater chaque jour qu'a duré cette crise. Le conseil départemental, vous le savez, s'était évidemment fortement mobilisé avec vous tous déjà pour faire en sorte que ce soit réglé le plus rapidement possible. C'est un grave problème, il devait trouver une solution la plus rapide. C'était une source d'atteinte à notre image du Val d'Oise, à notre attractivité. Et c'était aussi créateur de nuisances pour nos habitants au quotidien. C'est pourquoi, et alors que nous avions, à cette époque, eu une écoute constructive, je le reconnais, de la part de l'État, je ne peux que m'étonner, c'est un mot faible, de ce que j'estime être un acharnement. J'aurais préféré que les millions d'euros d'argent public, Madame la Présidente, investis dans cette affaire, soient employés à résorber les zones d'aquaplaning ou à refaire les enrobés, faute d'espérer un jour, je pense que vous en êtes tous témoins, retrouver l'éclairage de notre chaussée. Mais je voudrais, si vous me le permettez, vous donner quelques éléments chronologiques. C'est en juillet dernier, peu de temps après la sortie du premier confinement, que l'État nous a informés de son projet de réaliser à son initiative et à titre expérimental une voie réservée au covoiturage sur 8 km de la 15 entre Franconville et Argenteuil. Une fois l'étonnement passé de découvrir qu'il s'agissait d'une réalisation prévue sur la file de gauche, le département a demandé de différer les travaux en l'absence de concertation sur le projet. J'ai en effet émis tout de suite de vives inquiétudes quant à la sécurité de cette opération et des interrogations sur la pertinence même de la réaliser, surtout en pleine crise sanitaire et économique. Et je regrette amèrement, encore une fois, j'allais dire comme souvent, quand il s'agit de donner la parole au territoire, de ne pas avoir été encore entendu. Neutraliser une voie entière pour l'usage du covoiturage sans l'adhésion des élus de terrain et des usagers du quotidien, ce n'est pas de l'écologie, c'est certainement pas du bon sens, c'est de l'idéologie. Et j'ajoute que durant la phase pédagogique, qui est censée permettre aux usagers de se familiariser avec la nouvelle signalisation, l'efficacité sera fortement très réduite. Sans parler des possibilités accrues d'accidents, viendra alors la phase de verbalisation qui pourra contraindre encore davantage la vie de nos concitoyens. Sans compter les bouchons que ce dispositif va à coup sûr occasionner, engendrant plus de pollution atmosphérique et sonore. Le département, avec la région Île-de-France, est déterminé à tout faire pour réduire la congestion et les bouchons récurrents qui empoisonnent les Valdoisiens. Pour les trajets au quotidien, trop de conducteurs sont seuls à bord, c'est vrai. Et ils sont plus nombreux encore aujourd'hui en cette crise de Covid, puisqu'ils ont délaissé les transports en commun. Et il est admis qu'en encourageant la pratique régulière du covoiturage, l'on pourra réduire le nombre de véhicules et donc fluidifier le trafic. Le département serait favorable à la création de voies réservées au covoiturage, aux taxis et aux bus, comme si
tu le préconises, ma chère Valérie, Madame la Présidente, ces voies constituaient des voies supplémentaires sur bande d'arrêt d'urgence ou en élargissement. Et je crois que c'est le cas, par exemple, dans les Yvelines pour la voie de bus sur la 12. Nous avons par ailleurs, engagé différentes mesures pour faciliter le covoiturage. Suite à l'effondrement du mur de soutènement de la 15 à Argenteuil, nous avions réalisé dans l'urgence la première aire de covoiturage à Herblay en partenariat avec Decathlon. Parallèlement, l'application de covoiturage Klaxit, créée au service des entreprises et des agents des collectivités, se développe bien sur Cergy-Pontoise. Et depuis 2018, c'est une dizaine de sites de covoiturage qui ont été identifiés, comme au péage de l'A1 à Survilliers, en partenariat avec la SANEF. Ceci étant, concernant l'A1 qui dessert le Val d'Oise, vous savez qu'un aménagement de voies dédié, similaire à celui qui est prévu sur la 15, est en service depuis quelque temps. Il pouvait se comprendre beaucoup plus que sur la 15, car sur la 15, il n'y a évidemment pas autant de trafic de taxis ou de navettes qui, sur la 1, desservent Roissy, Charles de Gaulle. Mais, chers amis, chers collègues, je serais néanmoins curieuse d'avoir aujourd'hui le ressenti des usagers du quotidien sur la 1. Je ne suis pas certaine, excusez la litote, que nous ayons fluidifié globalement le trafic sur cet axe et que nous n'ayons pas occasionné des désagréments pour les automobilistes qui, je vous le dis, il faudrait quand même cesser de considérer comme des délinquants à punir. Ceci étant, comme chacun sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Si le développement du covoiturage est évidemment une piste à travailler pour décongestionner nos réseaux routiers, faire baisser la pollution, ce n'est pas la solution miracle à court terme. Nous en connaissons en effet les freins, rigidité dans l'emploi du temps pour les covoitureurs, difficulté des dessertes fines et aujourd'hui en plus des risques sanitaires liés à la Covid-19. Le covoiturage ne pourra également se développer qu'en parallèle de l'offre des transports publics. Les choses s'améliorent depuis 2015, Madame la Présidente, et je vous en remercie. Nous vous en savons gré. Mais le Val d'Oise partait de trop loin pour effacer ce retard en seulement quelques années. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Imaginez obtenir par la contrainte inspirée d'une fausse écologie qui, en réalité, est une écologie punitive et dogmatique, quelque chose qui ne se pense globalement de façon adaptée sur une temporalité qui n'est pas du jour pour le lendemain et surtout sans aucune consultation des premiers intéressés. Pour finir, je dirais que si penser les mobilités et les usages de demain est absolument nécessaire pour décongestionner l'Île-de-France, cela ne doit pas se faire contre les usagers. Nous en sommes et nous en serons les garants. Je peux vous le promettre. Merci de votre attention. Merci, chère Marie-Christine. Merci, monsieur le maire de Franconville, cher Xavier, de votre invitation. Merci à tous les parlementaires qui sont ici présents, tous les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux. Je suis assez impressionnée par l'ampleur de la mobilisation en si peu de temps. Mais je crois que la question des transports dans le Val d'Oise, c'est beaucoup plus qu'une question de transport. C'est une question de qualité de vie. Et les Valdoisiens ont malheureusement payent tous les jours le fait qu'ils ne sont pas raccordés directement au périphérique et qu'ils sont le seul département qui n'est pas raccordé directement au périphérique. Donc la galère des transports dans le Val d'Oise est forte. Et vous le savez, la région a fait un serment il y a quelques années chez le sénateur Bazin, qui était de dire que nous allions mettre le paquet sur le Val d'Oise et qu'il ne serait plus le département oublié.
de la région Île-de-France, et c'est pour ça que nous avons commencé à engager 1 milliard d'euros d'investissement. Alors souvent on me demande où est le milliard, alors j'ai fait un petit détail au mois de décembre, mais les conseillers régionaux qui m'entourent pourront vous donner tous les détails. On a déjà près de 75%, 750 millions d'euros des nouveaux investissements que nous voulons faire pour le Val d'Oise qui sont engagés. Il y a des opérations très importantes de transport comme le T11 Express, l'arrêt de la ligne H à Pleyel par exemple, ou la réalisation de nouvelles lignes de BHNS. Alors ce que je veux dire, c'est que bien sûr, nous voulons investir massivement dans les transports du Val d'Oise. Et il y a des choses il y a des présupposés qu'il faut poser. Oui, nous croyons au covoiturage. Oui, nous croyons aux bus sur voies dédiées qui sont plus fluides et qui permettent d'emporter du monde. Oui, nous y croyons. Et d'ailleurs, la région a beaucoup financé le covoiturage. Les bénéficiaires de Pass Navigo ne savent pas qu'ils ont sur leur pass la possibilité d'avoir quelques trajets de covoiturage gratuits. On subventionne les sociétés de covoiturage. On a fait énormément pour le covoiturage. Nous croyons au covoiturage parce que, à terme, il permettra d'avoir plus de 1,1 passagers par voiture et que donc, si on covoiture, on aura moins de voitures sur les routes, moins de pollution. Donc oui, on croit au covoiturage. Simplement, moi je ne crois pas au covoiturage forcé et je ne sais pas comment on organise le covoiturage forcé. Donc si on veut du covoitureur, il faut qu'ils aient des avantages de circulation, d'où les voies dédiées. Et je me suis battue, la région s'est battue pour obtenir dans la loi qu'on puisse faire des voies supplémentaires pour accueillir le covoiturage et les bus et des voies de bus rapides. Ce que nous avions commencé à faire, tu l'as dit, d'abord dans l'Essonne sur l'autoroute A10, ensuite dans les Yvelines sur l'autoroute A12, et là, très bientôt, j'irai inaugurer une voie dédiée sur la RN 118 entre Paris et Vélizy, Villacoublay, qui est financée d'ailleurs en grande partie par la région. Mais à chaque fois, dans ces projets qui ont été soutenus par la région, avec tout un écosystème, parking relais, bus direct, etc., alors à chaque fois, on a choisi de créer une voie dédiée, avec une vraie qualité de service et l'assurance d'un parcours plus fiable, plus rapide, qui ne pénalise pas les usagers. Là, aujourd'hui, le projet que nous soumet le gouvernement, c'est un projet d'une toute autre nature qui consiste à retirer une voie sur l'autoroute A15. Alors, les ministres des Transports successifs, d'abord Mme Borne, ensuite M. Djebari, ont saisi la région d'un avis sur ce projet, et la région a dit qu'elle était extraordinairement inquiète de ce projet, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, une raison de timing. Marie-Christine l'a dit, nous sommes en pleine crise pandémie Covid, avec énormément d'habitants qui, plutôt que de prendre les transports en commun, ont repris leur voiture. Donc nous avons une situation aujourd'hui où il y a plus d'automobiles sur les routes en proportion des gens qui vont travailler, bien sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours des embouteillages. Il y a toujours des embouteillages. Et par ailleurs, il faut recréer la confiance dans les transports en commun. C'est un travail que nous sommes en train de faire. Mais franchement, décider d'encourager le covoiturage en crise Covid, à mon avis, bon courage. Bon courage, parce qu'il faut ouvrir sa portière à les inconnus en situation de pandémie. Donc le timing me paraît être totalement inadapté pour lancer cette initiative. Première chose. Deuxième chose, comme je vous l'ai dit, il y a encore beaucoup de voitures sur les routes et donc des risques d'embouteillage très forts et de congestion très forte. Et là aussi, il faut le dire, parce que personne ne le dit, et notamment les Verts, ce qui pollue le plus en Île-de-France, c'est les embouteillages. Et ce mot d'embouteillage, on pollue beaucoup plus quand on est à l'arrêt que quand les routes sont fluides. C'est pour ça qu'on a fait un plan anti-bouchon avec le département. Le Val d'Oise est le premier département d'Île-de-France bénéficiaire du plan anti-bouchon. Et l'idée, c'est de faire des contournements de ville, c'est de fluidifier le trafic. Alors on nous dit, si vous construisez des nouvelles routes ou vous élargissez les routes, vous êtes pour la pollution. Là aussi, complète erreur. La route n'est pas polluante en elle-même. Ce qui est polluant, c'est ce qu'on fait circuler dessus.
La route, c'est un chemin. Et donc, élargir un chemin, améliorer le chemin, faire en sorte que le chemin ne traverse pas les villes pour que les habitants ne soient pas pollués par le bruit et par les oxydes de carbone, eh bien, c'est en réalité de la qualité de vie et de la qualité environnementale. Donc ça, il faut vraiment le dire. Ceux qui s'opposent à ce qu'on améliore les routes, en réalité, s'opposent à ce qu'on baisse la pollution et ce qu'on améliore la qualité de vie dans l'Île-de-France. Donc ça, c'est très important. Donc il faut pouvoir refaire des investissements sur les routes. Et tout l'enjeu est là. On veut nous faire faire mieux avec moins de routes. Ça ne marchera pas. Voilà, je le dis. Si on veut nous faire mieux de transport, il faudra faire des investissements routiers pour améliorer la route et créer des voies supplémentaires dédiées aux covoitureurs et aux bus. Et c'est comme ça qu'on améliorera les choses. Et aujourd'hui, ce projet, moi, m'inquiète énormément, je le dis, je n'y suis pas favorable parce que je pense qu'il va dégrader la qualité de vie, qu'il n'aura pas de résultats positifs parce que le covoiturage en ce moment ne se développera pas et que donc ce ne sera qu'un projet qui aura des conséquences encore et encore, des conséquences néfastes sur les Valdoisiens après l'effondrement du pont de Gennevilliers qui a déjà contraint les habitants du département à des semaines et des semaines d'épouvantables galères. Alors on ne va pas recréer des galères sur la 15, ce serait complètement contre-productif. Je ne sais pas qui a inventé ce projet, je ne sais pas qui a décidé de le mettre en œuvre maintenant, je ne sais pas comment est-ce que la concertation a été menée, mais en tout cas, de notre côté, nous avions donné un avis défavorable. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais ce qui m'ennuie surtout, c'est que j'ai l'impression que la région elle a été baladée. Parce que nous avons pris position et nous avons dit que nous étions prêts à cofinancer des voies supplémentaires, l'aménagement des bandes d'arrêt d'urgence. Et moi, je le dis, nous voulons aménager les bandes d'arrêt d'urgence. Les bandes d'arrêt d'urgence, elles existent, il suffit de les rendre circulables, et c'est un gros investissement. Mais là, on partira sur un autre pied, on pourra faire vraiment aller très vite des bus directs, on pourra mettre un écosystème où on pourra, même des cars, on pourra faire s'arrêter les voitures très en amont, amener en bus tout le monde jusqu'au métro, ou jusqu'à des grandes gares. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est ça qu'on fait en Essonne, c'est ça qu'on fait dans les Yvelines. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas dans le Val d'Oise, sauf à ne pas vouloir faire les investissements auxquels ce très beau département doit avoir droit. J'ai entendu le gouvernement dire qu'il voulait mettre 1 milliard d'investissements dans le Val d'Oise. Profitons-en pour demander des voies supplémentaires dédiées pour les bus rapides et le covoiturage. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on sortira par le haut de cette mini-crise qui nous rassemble tous aujourd'hui. Je vous remercie. Et en tout cas, la région cofinancera bien évidemment dans le cadre de son plan anti-bouchon. Merci. Peut-être que nos amis de la presse ont des questions à poser. Vous avez un micro si vous le souhaitez. Oui, on m'entend. Bonjour, Thomas Hoffman, la Gazette du Val d'Oise. Première question, Monsieur Melki. Vous avez contacté le préfet de région. Je voulais savoir si vous aviez obtenu une réponse. Alors, je suis même allé le voir, mais sur un autre dossier. Je suis allé le voir lundi sur un autre dossier avec quelques collègues. C'était la loi SRU. Mardi, pardon, je suis allé le voir mardi sur la loi SRU. Et en fait, je ne savais pas qu'il y avait ce projet en cours. Je l'ai découvert le lendemain, donc je n'ai pas pu lui poser la question. Et je n'ai pas eu de retour non plus quant à cette question. Donc, on lui a envoyé le différents documents, je n'ai pas de réponse. Plus généralement, au niveau des élus, pour l'instant, aucun retour ni du préfet, même de la préfecture du Val d'Oise, ni de la DIRIF. J'ai été contactée, je crois que c'était le 16 ou le 17 juillet, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un contact pratiquement après l'ouverture, après le premier confinement, et pour une réunion d'information. Et dans cette réunion d'information, je me suis exprimée en disant que ce que j'ai dit exactement dans les paroles que j'ai prononcées tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne trouvais pas ça judicieux, que la région demandait, et nous étions d'accord, des voies supplémentaires et pas des voies en moins pour la circulation pour le covoiturage des taxis et des bus, et que en cette période de Covid, ça me paraissait complètement extravagant. Voilà. Et depuis,
Pas de nouvelles. C'était une réunion d'information avec la DRIF et M. Montel, en préfecture du Val d'Oise. Sur tout ce qui est l'installation des panneaux ces dernières semaines, il n'y a aucune communication qui a été faite, personne n'a été informé. Voilà, vous découvrez, comme tous les usagers au quotidien, vous découvrez les nouveaux panneaux qui fleurissent tous les jours. C'est ça. On a, si vous voulez, découvert. Alors, on savait que le projet devait se développer entre le mois d'août et le mois de mars, mais depuis, aucune nouvelle, si vous voulez. Donc, on peut quand même imaginer qu'après avoir eu un avis négatif de la région et un avis négatif du département que je préside, les choses allaient peut-être avancer dans le bon sens. Et quand je dis qu'il n'y a aucune personne ne s'occupe de la vie des territoires, eh bien c'est quand même là, encore une fois, prouvé. Pour le bord de l'économie, une petite question, s'il vous plaît. Quel est le montant de dépenses prévu pour ce projet, finalement ? Et deuxièmement, est-ce que vous avez une idée ? Et deuxièmement, quand on voit que le RER A est saturé, que le B manque d'investissement, ainsi que le D, puisque hier tout était à l'arrêt, moi-même j'étais dans les transports, donc je l'ai vécu, qu'en est-il des transports en commun, puisqu'on ne veut plus que les salariés prennent leur voiture, comment vont-ils faire pour aller travailler ? Sur la somme qui est engagée par l'État, c'est aux environs un petit peu plus que 5 millions d'euros pour ces 8 km. Sur les transports en commun, alors ça nous éloigne, mais pas tant que ça nous ramène au sujet. Donc, vous le savez, j'ai donné mission à la SNCF et à la RATP dans le cadre de leur nouveau contrat de s'occuper des lignes branche par branche. Ce qui est très important parce que sur le RERA, le RERA s'est amélioré colossalement en termes de ponctualité depuis 5 ans, notamment avec l'arrivée de toutes les rames à 2 étages. Mais il reste une branche qui a encore des problèmes et vous le savez, c'est la branche de Cergy. Or, j'ai réussi à faire, dans le nouveau contrat qui nous liera avec la SNCF, à scinder la branche de Cergy par rapport aux autres branches. C'est-à-dire que la SNCF devra me rendre des comptes sur l'amélioration spécifique de la branche de Cergy et les travaux qui vont être menés à Cergy-Pontoise, justement pour essayer d'améliorer la robustesse de la branche de Cergy. Donc, sur la branche de Cergy, il y a un vrai travail maintenant qui est fait en plus du reste du RERA. Sur le B et le D, vous savez que nous venons de lancer, je me suis battue comme une lionne pour que ce projet ne prenne pas de retard, nous venons de lancer l'automatisation, c'est-à-dire le projet Nexteo. En décembre, SNCF Réseau, qui voulait reporter ce projet d'1 an, a signé le lancement du marché Nexteo et l'État a accepté, dans le cadre du prochain contrat de plan État-région, que nous lancions ce projet qui a connu des surcoûts absolument colossaux, parce que l'automatisation du B et du D, on parle en centaines de millions d'euros. Et ça, c'est lancé, et la région est derrière. Et quand on aura automatisé les deux, c'est la vraie réponse au problème de ponctualité né du tunnel Châtelet-Léal-Gare du Nord, où le B et le D se croisent. Quand ce sera automatique, ça ira beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus fiable. Donc c'est l'automatisation qui peut permettre de régler ces choses-là. Donc ça, c'est un énorme chantier. L'automatisation du B et du D est lancée, on a signé, on prend les surcoûts, l'État est d'accord. Et dernier sujet sur le B et le D, les nouveaux matériels. Le RERNG que nous avons commandé quand je suis arrivée en 2016, le RER nouvelle génération, ne devait arriver que sur le E, que sur la prolongation Éole-La Défense. J'ai moi-même mis l'argent en 2016 pour que le RERNG arrive d'abord sur le RERD, en disant il faut que ces nouveaux matériels arrivent d'abord sur les lignes les plus en difficulté. Donc le RERNG est en ce moment en essai. On vous invitera pour venir le voir. Il a commencé à rouler dans l'Essonne, sur le faisceau sud. Et donc vous allez pouvoir le voir. Il y a eu un petit peu de retard avec le Covid, bien sûr, mais normalement les premiers RERNG devraient être livrés d'ici la fin de l'année. Donc il faut que vous veniez les voir. Et ils seront pour le RERD, donc nouveau matériel. Dernier sujet, le nouveau matériel sur le B. Vous savez que nous sommes en ce moment en pleine crise, sur ce nouveau matériel, puisqu'il y a une commande qui a été passée,
que le consortium sélectionné par la RATP et la SNCF, c'est le consortium Bombardier-CAF, et que Alstom, qui a repris Bombardier, ne souhaite plus honorer la commande, l'offre de Bombardier-CAF. Donc nous avons eu une réunion de crise hier avec la RATP et la SNCF. La RATP, Alstom a retiré finalement ses recours et la justice s'est prononcée. Et donc la validité de la procédure du marché public RATP-SNCF est donc aujourd'hui confirmée par la justice. Et donc hier, la RATP et la SNCF ont pris la décision de signer le marché avec Bombardier-CAF et de le notifier à Alstom Bombardier et à CAF. Et donc nous recevrons Alstom Bombardier et CAF. Ils seront reçus par la RATP et la SNCF cette semaine. Et moi-même, je ferai un point de situation au conseil d'administration de France Mobilité et puis au comité de ligne du RERB jeudi. Et nous demandons à Alstom de tenir la parole de la société qui l'a reprise. Voilà. Puisque l'appel d'offres a été fait dans de bonnes conditions. Je rappelle que l'offre Bombardier-CAF est de 500 millions d'euros inférieure à la deuxième offre, et que par ailleurs, il y a une expertise indépendante menée par la SNCF et la RATP pour prouver que cette offre n'était pas anormalement basse. Merci de me rappeler les mots, n'était pas anormalement basse. Devrait arriver aussi en temps et heure sur le RERB, sur le RERD, et les deux lignes devraient être automatisées. Et sur la branche Cergy, s'il y a le moindre problème, les usagers seront remboursés automatiquement. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je sais que... Et j'ajoute que les nouveaux trains sont arrivés sur la L. Ils arrivent sur la J, ils sont déjà sur la H. Il y a le maire d'Argenteuil qui souhaitait faire part d'un témoignage. Oui, de manière assez rapide, merci Xavier d'avoir organisé dans des temps très courts cette réunion qui rassemble beaucoup de collègues, et c'est vraiment très sympa. Je voulais simplement dire, pour compléter la réponse de Marie-Christine tout à l'heure, que le hasard voulait que jeudi midi, j'ai un déjeuner d'affaires avec le préfet du Val-d'Oise. Et entre autres affaires argenteuises, j'ai donc parlé de ce sujet qui était vraiment accru. Le préfet m'a dit que lui était totalement contre et qu'il avait signalé à qui de droit que c'était totalement impossible de faire ça dans ces périodes et sanitaires et d'avant-élection aussi, peut-être un petit peu. Et qu'il me promettait que dès l'après-midi, il joignait le préfet Guillaume, le préfet de région, ce qu'il a fait. Il m'a rappelé le soir pour me dire, écoutez, le préfet Guillaume a bien entendu nos arguments. Il n'est pas d'accord sur le fait de monter tout cela. Il doit travailler ça avec la DINSI. Donc voilà où nous en sommes. Ça veut dire qu'il y a des patrons qui ne sont pas respectés par leurs troupes. On est dans une France qui marche à l'envers. Une fois de plus, là, on a des préfets qui ne sont pas suivis par leur... Enfin, j'espère qu'ils vont l'être dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent. Mais voilà, donc je rajouterai à ce témoignage le fait que c'est vrai, comme beaucoup de collègues maires des villes qui dépendaient pendant un temps du viaduc de Gennevilliers, c'est 5 mois que tu signalais, Marie-Christine, mais c'est beaucoup plus que cela, parce que ça a été 5 mois à 2 fils, mais ça a été 11 mois à des fils retirés. Donc on a vécu. On sait les habitudes que certains ont pris de transiter maintenant par les villes, et dès qu'il tombe quelques gouttes de pluie sur la A15, ça bifurque sur Franconville, sur Sannois, enfin bref, un peu partout. Donc stop, on n'a pas le droit de tolérer la moindre incartade là-dessus. Merci. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions de la presse, les agendas des uns des autres s'étant libérés, je sais qu'ils sont malgré tout très chargés, donc je vous remercie. Ah, pardon. Monsieur Sueur. Souligner un paradoxe de plus, une contradiction de plus. Nous avons 4 parlementaires présents qui vont bientôt être saisis du débat sur la loi 4D. Décentralisation,
et notamment avec un transfert envisagé quasiment des derniers tronçons de route nationale. Déconcentration, différenciation et décomplexification. Or, cette mesure, c'est bien là et pour la presse, décider, imposer unilatéralement, c'est bien là, n'est-ce pas, le contraire du discours lénifiant. Tu touches aussi le périphérique et peut-être la 86. C'est-à-dire que la région aujourd'hui s'inquiète de ces axes qui sont des axes d'intérêt régional, que sont les derniers tronçons d'autoroute, que sont la 86, la 104 et le périphérique, qui sont vraiment des infrastructures d'intérêt régional. Si on se met à enlever des voies sur chacune de ces parce que la 15, c'est finalement un projet pionnier, c'est un projet qui est en amont de phase. Donc nous, la région, dans le cadre de la loi 4D, nous demanderons à pouvoir prendre la compétence sur les voies dites d'intérêt régional, c'est-à-dire les derniers tronçons autoroutiers, le périph', la 86 et la 104, pour essayer de concilier l'écologie et la fluidité de la circulation. Parce que la notion de fluidité de la circulation doit être mise au cœur du débat écologique de l'Île-de-France.